Benjamin Stora, on va plonger dans vos mémoires. C'est un peu vos mémoires, ce sont vos souvenirs. L'arrivée de Constantine à Paris, c'est chez Taillandier, ça raconte l'exode précipité, l'arrachement de vos parents auxquels vous rendez hommage, l'assimilation, l'émancipation aussi dans une société française des Trente Glorieuses, parfois hostile, mais aussi généreuse. On voit ça dans l'invitation de Marion Becker, on en parle ensemble juste après. Si on vous invite, Benjamin Stora, c'est parce que vous vous livrez pour la première fois en racontant votre enfance. Les mémoires d'un gamin qui quitte l'Algérie pour découvrir un nouveau monde, la France. Un périple de Constantine à Paris. En retraçant ces 10 années de votre jeunesse, vous racontez aussi à quel point vos origines familiales ont déterminé votre parcours intellectuel. Car Benjamin Stora, vous êtes historien, spécialiste de la guerre d'Algérie. Vous y avez consacré de nombreux ouvrages. En 2020, Emmanuel Macron vous confia une mission sur la mémoire de la colonisation et de la guerre d'Algérie. Cette fois, vous racontez votre propre histoire, celle de votre famille juive, à Constantine en Algérie, l'arrachement à votre terre natale. Le 16 juin 1962, vous embarquez en silence pour la France avec votre famille et 8 valises. À Paris, vous découvrez la pauvreté, l'antisémitisme dans le très chic lycée Janson de Sailly. Vous expliquez alors comment il vous a fallu oublier et dissimuler votre propre histoire pour vivre dans la société française, pour surmonter les épreuves de l'exil. Ce récit, c'est aussi celui de l'assimilation et de la superposition des identités dans l'insouciance des années 60 en banlieue. Puis celle de l'émancipation par l'engagement politique à partir de mai 68. Vous êtes alors trotskiste, vous croyez en la révolution. La déchéance sociale vécue par votre famille n'y est sans doute pas étrangère. Votre histoire vous rattrape. À partir de 1974, vous commencez à travailler sur l'histoire de l'Algérie. Après l'oubli nécessaire, vous devenez historien des événements. Alors on a une question pour vous, Benjamin Stora. L'historien que vous êtes a-t-il été construit par votre histoire intime? Réponse. Réponse oui et non. L'historien que je suis, c'est d'abord du travail universitaire tout à fait classique sur la base d'archives, de témoignages, de presse, etc. Mais on est effectivement rattrapé par son histoire intime, c'est vrai. Peut-être c'est un effet de vieillissement, je ne sais pas. Ça a pris du temps pour vous d'écrire ce livre. C'est un livre personnel, sans doute le plus beau. Vous y êtes mis depuis longtemps. Qu'est-ce qui vous a décidé? Depuis plusieurs années, en fait, parce qu'il y a eu plusieurs événements. Bien sûr, le problème de la transmission de cette histoire à mon fils en particulier. Je pense que c'est des choses qui sont importantes. Les mutations de la société française, le rapport à la nation, à la France, à l'immigration, à l'exil, qui s'est profondément modifié, ça c'est très important. Il y a aussi, bien sûr, toute la question des réflexions autour des questions coloniales, post-coloniales. Bon, le président Macron m'avait confié cette mission aussi en 2021, qui est très importante, parce qu'elle touche des millions de personnes qui sont touchées par l'Algérie. Donc ça fait beaucoup d'éléments. Tout ça vous font revenir aux origines. On va partir de cette photo. La couverture, c'est qui ce petit garçon de 11 ans, au regard pétillant, voilà, ce léger sourire, qui grandit dans les Aurès, à Constantine, dans un quartier judéo-musulman, où l'on entend l'arabe, où l'on entend le français, bien sûr, et où on lit l'hébreu. À quoi ressemble la vie à l'époque? C'est une vie communautaire, déjà, c'est-à-dire une vie de l'entre-soi, où les gens de la communauté juive vivaient entre eux, bien sûr, la communauté musulmane, les chrétiens. Vous voyez, j'utilise les termes de l'époque, qui sont toujours utilisés par les personnes qui ont vécu cette époque, évidemment, mais aussi une ville cosmopolite, forcément. C'est-à-dire qu'on parlait plusieurs langues sans même s'en apercevoir. C'était une richesse dont on ne percevait pas, évidemment, toute l'importance que ça aura plus tard, pour moi, en particulier dans mes travaux d'historien. Donc une vie d'entre-soi, une vie de gaieté, parce qu'il y a beaucoup de fêtes dans les religions, parce que c'était une ville religieuse, hein, Constantine. C'était pas Alger, c'était pas Oran.
Il y avait beaucoup de festivités Beaucoup de religieuses, cousins. beaucoup de cousins. Du côté de votre mère, Marthe, il y a des photos où on Bien voit les sûr. tantes et les cousins, tout le monde se réunit. Voilà, on a énormément de fêtes, beaucoup de rites religieux et rites culinaires liés aux rites religieux, bien évidemment, puisque c'est les fêtes qui rythment, disons, les plats qu'on va manger. Donc c'est cette vie-là. Bien sûr, il y a l'éruption de la guerre d'Algérie, quand même, la peur. Mais vos parents, et particulièrement votre père, y a cru à cette vie jusqu'au bout. Quelques mois encore, alors que ça devient très compliqué, notamment pour les Juifs, que son magasin, c'est un magasin de semoule, pour les Juifs, est boycotté. Les tensions sont là. Il continue d'ailleurs à employer ces deux personnes musulmanes. Il y tient, il y croit. Il y croit parce que la famille Stora est issue d'une vieille région d'Algérie qui est les Aurès. Et une autre partie de la famille d'Alger, bien sûr. C'est-à-dire qu'en fait, les Juifs d'Algérie étaient là depuis des siècles et des siècles. Comment s'arracher à une vie aussi ancienne? C'était un dilemme extrêmement cruel, extrêmement difficile. Et puis mon père aussi avait fait beaucoup d'études en arabe littéraire. Il a eu un diplôme de droit musulman de la faculté d'Alger, donc il connaissait très bien cette société. C'est lui d'ailleurs que l'on voit ici Voilà, sur la c'est photo. lui que l'on voit absolument, tout à fait. Et donc pour lui, ça paraissait quelque chose d'impensable. Pour la plupart d'ailleurs, pour beaucoup de gens, ça paraissait impensable de quitter l'Algérie parce que effectivement, il y avait l'Algérie française, il y avait eu le décret Crémieux, il y a eu la citoyenneté française, même si elle avait été arrachée, enlevée par Vichy. Néanmoins, les Juifs d'Algérie pensaient que cette égalité citoyenne, ils ne pouvaient pas la perdre. Ils avaient peur. Parce qu'ils craignaient d'ailleurs. Hein, ils craignaient de la perdre. De la perdre à nouveau. Alors, ça ne sera pas le bateau pour vous. Cette décision de départ, ce sera l'avion. 2 valises par personne, pas plus. Il faut tout laisser derrière soi. Et vos parents, vous, votre sœur, vous prenez d'abord un camion militaire. Et puis, jusqu'à l'aéroport, c'est le décollage. Personne ne parle. Silence total. Et la nuit tombe. C'est ça votre dernière image. En fait, elle n'existe pas. En fait, elle n'existe pas, la dernière image, dans la mesure où on a attendu longtemps sur le tarmac, une chaleur écrasante, en portant des manteaux, parce que comme ça, on gagnait de la place dans les valises. Et lorsque l'avion a décollé, effectivement, la nuit est tombée brusquement. Et j'ai pas de souvenir d'une dernière image de l'Algérie, de ce pays qui va disparaître dans tous les sens du terme. Il va disparaître rapidement. C'est le sens de ce livre, d'ailleurs. C'est-à-dire le fait que pendant tout un temps, il y avait cet oubli de l'Algérie. Alors moi, comme enfant de 12 ans, bien sûr, ce qui n'était pas le cas de mes parents, qui étaient, eux, emportés par le chagrin. C'est ça qui est très important. Pour vous, ce départ, il n'est pas si douloureux. Mais vos parents sont déjà âgés. Ils sont âgés. Mon père a 53 ans, ma mère 46 ans. Donc ils ont fait toute leur vie en Algérie. C'est beaucoup plus difficile pour eux. Pour moi, non, c'est une excitation. Il y a la découverte d'un nouveau pays, la France, dont on parlait beaucoup à l'école, partout, et qu'on ne connaissait pas. Dans le fond, on n'avait jamais été en France. Donc il y avait effectivement cette nouveauté sensationnelle qui se présentait devant mes yeux. Et donc aller vers la ville lumière, c'était quelque chose d'important. La ville lumière, elle est sombre quand vous arrivez. C'est rude, hein, cette arrivée. Oui. C'est un taudis. Alors dans le 16e, certes, mais mi-garage, mi-appartement. Mi-entrepôt. Mi-entrepôt dans lequel vous arrivez. Rien n'est prévu d'ailleurs pour rien accueillir ceux qu'on appelle les rapatriés. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, on était, mais on ne le disait pas comme ça à l'époque, on était en fait des réfugiés. C'est lorsque par exemple, quand j'ai vu les images à la télévision, bien sûr, des Ukrainiens qui quittaient, vous savez, les villes en guerre, et je me suis souvenu aussi de ce départ avec 2 valises, sans rien, et ne sachant pas s'il y avait la possibilité du retour. Donc c'était l'incertitude, la précarité absolue. Et effectivement, on a atterri dans un endroit improbable, dans le 16e arrondissement, au cœur du 16e arrondissement, entre la rue du Docteur Blanche et l'avenue Mozart. Donc c'était quand même un quartier très chic. Vous allez rester 2 ans, et là, scolarisé 2 ans, au lycée très huppé de Janson de Sailly. Et là, vous racontez la honte de la pauvreté. Vous racontez même que vous faites semblant de rentrer chez vous, alors que ce n'est pas chez vous, dans de beaux immeubles parisiens, pour que vos camarades ne se doutent de rien. Oui, c'est-à-dire que dans cet exil, effectivement, la question de la honte sociale s'est imposée beaucoup plus, dans un premier temps, que la question de la perte d'identité ou de la nostalgie du paradis perdu, etc. En fait, la question sociale avait tout envahi.
Mes parents et mon père en particulier, ma mère aussi, étaient obsédés par la question sociale, c'est-à-dire trouver un travail, trouver un logement. Elle va trouver un travail incroyable, votre Et ma mère, mère a fini, à l'usine Peugeot. ma mère a fini par devenir ouvrière d'usine à l'usine Peugeot Quéry, à la Garenne-Beson. Et mon père, grâce à son diplôme en droit, a pu travailler dans une compagnie d'assurance. Mais c'était des opérations, entre guillemets, de survie sociale, fondamentalement, plus que de souvenirs, de traumatismes, même si dans l'espace privé familial, en particulier avec la grande famille, le souvenir, naturellement, lancinant, terrible de l'Algérie revenait. Mais la question sociale était très importante, il ne faut pas l'oublier. La question sociale, la question de l'antisémitisme aussi. Et même si on oublie, même si on efface, oui. Elle vous rattrape, cette question-là. Et vous en faites l'expérience de façon très différente de tout ce que vous avez pu connaître en métropole, dans le très chic 16e arrondissement. Oui, effectivement, il y a une espèce, entre guillemets, d'antisémitisme culturel, évident, banal, etc., qui pousse d'ailleurs à cette sorte, entre guillemets, de dissimulation des origines. C'est-à-dire que c'est ce qu'on va appeler l'assimilation, c'est vrai, c'est l'assimilation, c'est-à-dire ne pas montrer du tout sa différence, ne pas montrer qu'on vient d'Algérie, donc il faut effacer son accent, bien sûr, qui est un accent très reconnaissable, mais il y a aussi, bien sûr, l'identité juive qui va s'effacer dans l'espace public alors qu'elle était très présente, cette identité, lorsque j'étais enfant. Donc c'est un processus aussi qui s'accomplit dans une modernisation très rapide de la société française. Oui, les 30 glorieuses, la voiture, la machine à laver. La machine à laver, les avions, les aéroports, les autoroutes. Enfin bref, on a une France qui se modifie à une vitesse prodigieuse. Comment vous vivez le regard qu'on porte sur vous? Vous êtes perçus comme des réfugiés dans votre propre pays? Non, on n'est pas perçus comme des réfugiés, justement. Des étrangers? Non plus. On n'était ni des réfugiés, ni des étrangers, ni des immigrés. Mais qu'est-ce qu'on était alors On était des espèces de Français à part. D'ailleurs, ma mère, quand elle parlait souvent, et mon père aussi, d'autres membres de ma famille, parlaient des Français. Quand ils parlaient des gens qui vivaient à côté de chez nous, etc. C'est-à-dire qu'on était à la fois français sans être vraiment français. C'est-à-dire qu'on parlait français, on aimait la culture française, bien sûr, mais en même temps, on n'était pas vus véritablement comme des Français. C'est toute la difficulté de cet entre-deux qui était très compliqué. Et les années Sartrouville, après? Les années Sartrouville. Vous respirez? Je respire. Le foot, les filles, les mobylettes, les copains. Les copains, le cyclisme, le vélo, le football, la culture ouvrière, que je découvre, bien sûr. Ça va de Jean Ferrat jusqu'au Tour de France. C'est là que je rencontre le Parti communiste français aussi, qui est très fort, très puissant à Sartrouville. Et donc il y a une fraternité nouvelle qui existe à l'intérieur des cités ouvrières de cette époque, sans distinction d'origine identitaire, ethnique ou autre. Tous les enfants, tous les adolescents de cette époque, qui jouent au football, ou qui font du vélo, qui font des sorties, etc., ne se préoccupent pas de l'identité première. Ça, c'est très important. Et ce qui va expliquer aussi, entre guillemets, l'oubli. C'est-à-dire qu'on a aussi une volonté d'avancer dans une société qui se modernise très vite, sans référence à l'identité de départ. Sans assignation. Sans assignation, absolument. Et c'est l'éveil politique, vous l'avez dit, déjà les premiers contacts avec le communisme et ce Benjamin Stora dont les cheveux commencent à pousser de plus en plus dans les années 70, Nanterre, où vous allez découvrir l'histoire, commencer à vous tourner vers l'Algérie. L'histoire de l'Algérie, ça commence déjà là. Mai 68, l'extrême gauche, le lambertisme, le trotskisme, vous avez un blaze, d'abord un blaze un peu soviétique, puis ensuite vous devenez russe, vous devenez Truffaut. C'est l'émancipation là, véritable. Qu'est-ce que vous en gardez de ces années-là? En quoi elles vous ont encore marqué aujourd'hui? Elle participe d'un processus d'assimilation culturelle, en fait, de rentrer aussi dans cette histoire française que je ne connaissais pas. Cette histoire qui va de la Commune de Paris jusqu'à la Résistance, etc. Donc c'est une suite, en fait, fondamentalement. D'autre part, c'est une sécurité, parce qu'il y avait une incertitude quand même sociale. Donc il y a une fraternité qui se crée dans le réseau militant, qui est très fort, parce qu'on était un petit groupe à Nanterre, on était très solidaires entre nous. Et il y avait beaucoup de groupes à l'époque à Nanterre. On n'était pas les seuls, évidemment. Mais ça créait cette sorte de convivialité, de vivre ensemble, de chaleur humaine
que je retrouvais dans le fond, que j'avais pas vraiment découvert dans les lycées où j'avais été, et que je retrouvais là, cette fois-ci, Et spontanément. cet idéal révolutionnaire, Et l'idéal révolutionnaire. cette radicalité, c'était une forme aussi de revanche sur Et il y a effectivement... le déclassement des parents? Et il y a effectivement une radicalité qui pourrait prendre, ça c'est rétrospectivement que je l'ai analysé dans ce livre, effectivement par rapport au déclassement, la chute vertigineuse sociale de mes parents. Et il y a une rage, effectivement, sociale, qui est très forte. Moi j'étais fils d'ouvrier en fait, fondamentalement. Ce qui n'était pas le cas de tous mes camarades. C'est sûr, en 68, c'est sûr. Je vous invite à lire L'Arrivée. On parlera de la question de la mémoire. Plus tard, vous reviendrez parce que voilà, les tensions sont encore très difficiles entre la France et l'Algérie. De Constantine à Paris, 1962-1972, chez Taillandier. Le plus beau livre, je trouve, de Benjamin Stora.